Pour le 31e épisode du podcast, j'avais envie de te parler comme à l'époque du lancement de Petit Souffle, l'épisode de l'avant-propos, dans lequel déjà je me trouvais au Jardin des Curiosités à Lyon. Et là j'y suis de retour, après un petit peu plus de 2 ans, presque 3 ans. Et c'était un épisode, l'avant-propos, où je te parlais de plusieurs idées, un peu sans lien entre elles. Et ces dernières semaines, j'ai noté plusieurs idées parce que je suis dans une période un peu de stand-by où je vais bientôt repartir pour une nouvelle destination. Et je me suis dit que voilà, c'était peut-être l'occasion d'en faire un épisode à l'ancienne, au Jardin des Curiosités, là où est né Petit Souffle finalement. Et en fait, ce moment, là, à l'heure actuelle, ça me rappelle Londres. Ça me rappelle Londres en 2019, quelques jours avant que je déménage au Canada, que je parte pour 2 ans là-bas. Parce que c'est la même période de stand-by où je comprends d'ailleurs pourquoi j'étais parti à Londres, pourquoi j'étais pas resté chez moi en attendant le grand départ. Parce que je trouve que c'est mieux en fait de ne pas être chez soi avant un départ, avant une période de changement. Parce que c'est très long, c'est très désagréable. Pour ma part, ça me crée même de l'anxiété. Et dans les moments de changement comme ça, le plus dur, c'est les heures avant. Une fois que le processus est lancé, après, on est de nouveau occupé, on avance. Et voilà. Du coup, en ce moment, ça me fait du bien de me retrouver ici. Déjà, ça me fait sortir et ça me fait aussi prendre du recul. Ça me fait boucler la boucle. Parce que voilà, finalement, tout part de cet endroit à Lyon avec la vue sur la ville de haut, la fameuse. L'année 2022, pour moi, elle ressemble vachement à l'année 2019, justement. Parce que c'est une année où il y a beaucoup de changements, où il y a une rupture, où il y a un apprentissage. Et des périodes où un passage difficile nous apprend beaucoup, qui nous fait revivre et qui nous fait ensuite profiter des fruits de tout ce qu'on a pu apprendre, des décisions qu'on a pu faire, des choix qu'on a pu faire. L'année 2022, c'est exactement ça. C'est une année en 2 parties où il y a une rupture, il y a un passage difficile d'abord, après une rupture, une prise de décision, une morale un petit peu, un apprentissage. Et j'ai l'impression que voilà, maintenant, un peu à la veille de ce départ, je vois déjà un petit peu les fruits, je récolte déjà les fruits des choix que j'ai pu prendre. Et finalement, tout ça se fait en 6 mois. Et la première petite idée que j'avais notée et que je voulais te partager dans cet épisode, c'était celle que finalement on peut changer de vie, on peut se sentir, on peut passer du tout au tout dans une vie en moins de 12 000 mots. Et si je te dis ça, c'est parce que depuis quelques mois, j'écris tous les jours. En tout cas, j'essaye de m'efforcer à écrire tous les jours. Et voilà, j'ai remarqué là, après quelque chose comme 4 mois, que après avoir écrit 12 000 mots pour parler de mon quotidien et de mes avancées, je me rends compte qu'entre la première ligne et celle que j'ai écrite aujourd'hui, tout a changé. Et qu'il me suffit de 5 secondes pour remonter mon document sur mon ordinateur pour arriver à la première ligne. 5 secondes dans lesquelles des lignes et des lignes défilent et où il se passe beaucoup de choses. Et d'écrire tous les jours, je trouve ça fou. Je trouve ça fou la puissance du truc en fait. Parce que d'habitude, moi je prenais du recul sur les choses uniquement dans ma tête. C'est-à-dire que j'allais me balader, voilà. J'allais prendre du recul, me retrouver un peu seul pour réfléchir, pour faire le point, comme on le fait tous.
Et j'en avais besoin pour relier les points, moi, pour voir les liens, voir les logiques. Et aussi, du coup, voir la beauté parfois dans la progression des choses. Mais écrire, c'est encore mieux parce que déjà, le but n'est pas forcément de raconter ses journées. On est sur une sorte de journal intime, mais j'essaye d'aller un petit peu au-delà de juste raconter pour me souvenir de ce qui s'est passé. Le but, c'est surtout de raconter en fait mes ressentis, mes sensations et mes observations sur les choses. Parce que finalement, c'est ça peut-être le plus important, en tout cas pour moi. Et je trouve que c'est d'autant plus important dans les moments où on quitte notre routine pour l'imprévu, pour le changement. D'ailleurs, c'est dans ces moments où on a une sorte de stimulation intellectuelle, où on a envie de réfléchir, où on prend conscience déjà qu'il faut qu'on aille mieux, où on prend conscience qu'il faut qu'on change, qu'il faut qu'on apprenne des choses. Et on est beaucoup plus conscient de tout, et c'est des moments où on a beaucoup plus envie de s'interroger et de un peu moins mettre le mode automatique, le pilotage automatique dans les moments où on va bien et où on se pose pas trop de questions. Et je repensais à l'extrait à la fin de l'épisode Le chemin et la plage, l'extrait dans lequel on entend cette journaliste qui parle de néophobie, la peur du changement, et d'accepter que les choses avancent, que les choses nous quittent pour laisser place à de nouvelles choses, cette histoire de cycle. Je pense que c'est déjà bien sûr important, voire primordial, mais qu'à travers ces écrits quotidiens, ou en tout cas quand quelque chose se passe, et ça peut peut-être nous permettre de prendre conscience déjà que le changement peut avoir du positif, et du coup de prendre goût, ou au moins de s'habituer, de se réconcilier avec le changement. C'est vraiment magnifique les couleurs dans le ciel là, il est assez tôt, le soleil va bientôt se lever. Il y a toutes les lumières de la ville, c'est vraiment magnifique. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est j'ai reparlé il n'y a pas très longtemps avec un ami sur la question c'est quoi tes rêves ? Quelque chose que j'avais mentionné justement dans l'épisode avant-propos. Je m'interrogeais beaucoup dessus et même si depuis ça j'ai pas forcément beaucoup changé d'état d'esprit, je trouve qu'à l'époque je cherchais quand même quelque chose de très concret qui faisait que je savais pas finalement quels étaient mes rêves. Et aujourd'hui, j'accepte que mes rêves soient relatifs en fait à des sensations et à des choses futiles, en tout cas qui paraissent futiles. Tu l'as certainement remarqué dans le podcast, je te parle plutôt jamais du parcours traditionnel du touriste. Tu sais, celui qui, quand on décide de partir dans une destination parce qu'on veut voir tel monument, on veut voir telle carte postale, on veut voir tel truc ou tel truc. Sur ce podcast, je te parle de choses qui sont plus liées à l'immersion, aux relations humaines, à la découverte plus intime des villes ou des endroits. Et aujourd'hui, je suis plus en paix sur le fait de me dire que j'accepte que mes envies soient simplement dans des discussions avec des gens, dans les couleurs dans le ciel, dans une odeur. Mes rêves, moi, c'est m'immerger, c'est observer. Je pense que le maître mot, ce qui rassemble tout, c'est de tenter de comprendre le monde. Le but, c'est pas tant de le comprendre, mais c'est de petit à petit, comprendre un petit peu plus les choses. Comprendre un petit peu plus les interactions dans le monde. Mes rêves, c'est aussi sur la question de l'identité. Et sur ce point, je crois que je l'ai jamais cité, mais je te conseille vraiment de lire Les identités meurtrières de Amin Maalouf. J'ai un doute si je l'avais pas mis dans l'épisode sur les livres à lire, les conseils lecture, mais en tout cas voilà, sur la question de l'identité, je te conseille ce livre, personnellement il m'a transformé. Du coup, ouais, sur les questions d'identité, sur la relation entre les choses, et quelque chose que j'adore faire, c'est trouver des points communs dans des domaines qui s'opposent ou qui n'ont vraiment, sur le papier, n'ont aucun lien.
Et mes idéaux à l'heure actuelle, enfin à l'heure actuelle, de plus en plus je trouve, sont aussi sur moi et sur en fait des faits de société. Et à travers mes voyages, je me rends compte, maintenant que j'étais de retour en France, et notamment là cet été, que, que j'ai bien changé sur le sexisme et le racisme, entre autres. Dans le sens que les voyages, en tout cas plus je voyage, plus j'avance, plus je rencontre de nouvelles personnes et plus je me rends compte que littéralement, euh, tout le monde est différent et que notre identité, notre personnalité, elle a beaucoup plus à voir avec notre éducation, avec le fait qu'on soit par exemple émotif ou cérébral, plutôt qu'une question de sexe, une question de couleur de peau, d'origine. Et je sais que ça paraît totalement logique, surtout sur ce podcast qui est écouté que par des gens, on va dire, ouverts d'esprit, j'imagine. Mais je me rends compte que je suis de plus en plus en train d'avancer vers une sensation que chaque personne, mais littéralement chaque personne, est entre guillemets juste un être humain. C'est-à-dire que j'ai l'impression que de plus en plus, je me détache complètement de son sexe, de sa couleur de peau, de ses origines, de la langue qu'elle parle. Comme si déjà la différence n'était plus au premier plan. Et comme si petit à petit l'inconnu disparaissait. Parce que finalement, à force de voyage, et à force de vouloir rencontrer des gens, je pense que on finit par s'entourer d'inconnus en permanence. Et l'inconnu, du coup, devient logique. C'est normal de ne pas connaître quelqu'un, de ne pas connaître quelque chose. Mais n'empêche que cette personne, on peut toujours discuter avec elle et on aura certainement beaucoup plus de points communs, peut-être, qu'avec quelqu'un de notre ville d'origine, par exemple, de notre entourage. En tout cas, il faut laisser la porte ouverte à cette possibilité. Donc du coup, beaucoup de choses me questionnent et c'est pas forcément juste sur des sujets, sur les guerres, sur les manifestations, mais dans des discussions très futiles parfois, à des soirées, à des verres autour d'une table avec des amis en fin de journée, je me rends compte que j'ai de plus en plus vraiment un décalage avec les autres sur ces points-là. C'est-à-dire que je prends plus du tout en compte et j'arrive plus à écouter quelqu'un qui m'explique que telle chose et du fait que ce soit une fille, que ce soit un garçon, que ce soit un Américain, que ce soit un Européen. J'essaye en tout cas au plus. Au départ, je le faisais peut-être en me forçant pour apprendre. Maintenant, ça me paraît naturel, mais de plus du tout expliquer les choses par les groupes, les sociétés, les groupes sociaux, on va dire. Je sais plus si c'est le bon terme en sociologie. Mais plus par l'individu en lui-même. Comment l'individu peut après exercer une force sur son entourage, sur le reste. Mais oui, en tout cas, l'histoire de chacun, je pense, explique ce qu'est la personne. Et sur ce point, sur cette idée, en fait, justement, je voulais te citer une amie qui m'avait dit quelque chose qui, pour moi, est la bonne technique pour passer ce cap, peut-être, pour essayer de ne plus prendre en compte la différence et d'essayer de s'en détacher. Et ce qu'elle m'avait dit, c'était je suis conscient de tes différences, mais ce n'est pas une raison pour te traiter différemment. C'est tout con, mais c'est bien. Et la troisième idée que je voulais te partager, c'est que ces derniers temps, j'ai vécu quelque chose de très fort, de très très beau avec quelqu'un. Et je voulais t'en parler parce que ça m'a fait penser à quelque chose un peu en rapport avec les deux autres idées que je t'ai dites avant. Il faut savoir, moi, que je suis quelqu'un de très émotif et il m'a fallu
une rapide recherche, c'était il y a 2 jours, sur internet, pour mettre des mots sur quelque chose où jusqu'à présent je les avais pas mis. Euh, je lisais un article justement qui faisait en gros la distinction entre les gens émotifs et les cérébraux. Donc d'un côté ceux qui prennent des décisions par la raison, par leur cerveau, et de l'autre ceux qui prennent des décisions par leur ressenti et par leur cœur. Du coup je sais maintenant dans quelle catégorie me situer. Et c'est ok, parce que, parce que c'est bien, ça fait vivre les choses à 100%, voire parfois un peu plus. Et dans le cadre de ce moment avec cette personne, ça m'a fait vivre les choses sur le moment, mais aussi après coup, le lendemain. Ou contrairement à d'autres personnes qui pourraient facilement changer de disque, revenir dans leur quotidien, ou en tout cas passer à autre chose, trouver d'autres sources de bonheur dès le lendemain avec d'autres choses. Moi, il me faut du temps pour comprendre ce qui vient de se passer, pour le digérer. Et parfois, même quand c'est très très beau, bah, ça peut m'arriver de pleurer parce que les émotions sont fortes et que j'ai besoin de digérer la chose. Et tout ça, ça m'a fait penser à un film, le film Call Me By Your Name. C'est un film dans lequel j'ai toujours eu envie de te parler sur ce podcast. Mais il y a tellement de choses à dire et de lectures différentes, je pense, du film, que je l'avais encore jamais fait, mais là, ça tombe à pic. Et je voulais t'en parler plus précisément par rapport si jamais tu as vu le film, au discours du père à la fin, au bout des 2 heures de film. Et pour moi, en fait, tout le film est monté et concentré pour déboucher sur ce monologue, cette petite morale qui finalement n'en est pas une, du père à son fils qui est très nostalgique de tous les moments qu'il a passés avec quelqu'un dont on ne sait pas vraiment qui il est pour lui, un ami, un amoureux, un deuxième père, enfin bref, un modèle aussi. On ne sait pas beaucoup et je pense que le but dans ce film c'est d'accepter que les choses n'aient pas d'étiquette. Et justement dans ce que disait le père, c'était vraiment ça. Que dans la vie, dans des moments comme le mien que j'ai passé, quand les choses vont très bien ou quand il y a eu énormément de joie, et que derrière on peut avoir de la tristesse, de la nostalgie, le plus important en fait c'est de ne pas mettre d'étiquette dessus, ne pas chercher forcément à analyser la chose, à la décrire. Le but c'est de la vivre, de l'accepter, et d'accepter qu'elle soit comme elle est, et d'accepter que c'est dans les moments avec beaucoup d'émotions, avec des moments forts, qu'on vit. Et du coup, ça me fait penser au fait d'écrire, que moi, quand j'écris, chaque jour, même des choses un peu négatives, ou totalement négatives, et ça me fait quand même vivre. Et c'est peut-être le plus important. Du coup, ouais, c'est ça, il dit simplement que les choses où on ressent de l'émotion, même quand on n'arrive pas à définir ou mettre des étiquettes, la seule chose en fait à retenir, c'est que c'est un moment important et qu'il ne faut pas refuser de les vivre. J'ai noté, j'ai un peu sauté quelques phrases, mais pour te donner un exemple de ce qu'il pouvait dire. Ce qui est certain, c'est que tu as ressenti quelque chose. À ma place, beaucoup de parents prieraient pour que leur fils revienne vite à la raison. Mais je ne suis pas comme ces parents-là. Nous nous débarrassons de tant d'émotions, pour vite nous remettre sur pied. Qu'à l'âge de 30 ans, nous sommes déjà tous secs. Et nous avons de moins en moins à offrir à chaque nouvelle relation. S'obliger à ne plus rien ressentir, pour ne plus rien ressentir du tout, quel gâchis. Aujourd'hui, tu es triste et tu souffres. Ne te débarrasse pas de ces sentiments. Ils s'en iront avec la joie que tu as ressentie.
Donc voilà, j'avais beaucoup aimé ce passage et je trouve que il allait bien dans le moment. Alors aujourd'hui, je repars plus en paix, du coup, un peu plus grand, avec plus d'expérience, un petit peu plus, avec le Canada derrière moi, avec Toronto, Montréal, avec ce passage à Vancouver, avec le confinement, avec toutes ces rencontres, avec la Nouvelle-Orléans. Et je repars sur la côte ouest. C'est toujours ce même sentiment de liberté que de partir à l'ouest. Je pense que je suis un peu biaisé par la culture américaine et les films. Mais c'est aussi toute mon enfance que de partir dans l'ouest, parce que d'aller sur la côte atlantique, depuis tout petit, c'est pour moi symbole de vacances, symbole d'aller se ressourcer, symbole de liberté. Alors je reste pas en France, mais cette fois je pars pas très loin. Et je vais aller m'installer à Lisbonne. Mon objectif là-bas, c'est de faire un peu différemment que ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Déjà, je vais pouvoir relier un petit peu les deux mondes, c'est-à-dire la France et le Canada. J'ai hâte de pouvoir retourner au Canada et je sais que maintenant je veux passer un petit peu plus de temps en France. Donc ça sera un endroit plutôt stratégique. Mais je veux aussi vivre quelque chose de différent du point de vue que ces dernières années, j'ai toujours été dans des hypercentres, dans des villes, en plein centre des villes, et j'ai toujours eu cette vie un peu à 1000 à l'heure. Et c'est pourquoi du coup je m'installe un peu à l'extérieur de Lisbonne, sur la côte. On verra pour combien de temps. Et j'avais besoin un petit peu plus de calme justement pour laisser aller mes pensées, pour me balader, pour continuer le sport. Et en même temps, la ville elle sera pas loin, donc je pourrais toujours continuer à y aller régulièrement. Parce que bien évidemment, pour moi les villes c'est le berceau de tout petit souffle en même temps. C'est-à-dire que c'est bruyant, alors c'est pas très petit souffle ça, mais c'est la culture, c'est les rencontres, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est les aéroports aussi. Mais comme toute chose qui devient un peu mauvais dans l'abus, j'ai été trop souvent dans un trop-plein de possibilités, de stimulation intellectuelle, de rencontres. Et aujourd'hui, j'ai besoin de prendre un petit peu plus les choses simplement, avec un petit peu plus de silence, et pour pouvoir en fait justement un petit peu plus profiter, à la fois me dégager du temps pour moi, pour faire du sport par exemple, pour apprendre de nouveaux sports, mais aussi pour mes proches, pour ceux que j'ai déjà rencontrés, et mes attaches. Du coup, je veux pouvoir un petit peu retrouver l'ennui et la simplicité. L'ennui, le fameux dans lequel je te parle, notamment sur les épisodes sur les treks et sur le bivouac. J'ai trouvé en plus un sport qui me motive là depuis 6 mois, un petit peu plus, c'est la natation. J'avais jamais trouvé jusqu'à maintenant de sport auquel je pouvais passer 4-5 mois sans broncher. Et là, c'est le cas, donc c'est bien cool. On verra si j'arrive à aller nager été comme hiver dans l'Atlantique. Et je voudrais finir sur un conseil que je peux te donner du coup à l'aube d'un voyage ou d'un changement. Et c'est d'aller écouter l'épisode de La Veillée, qui est à la fois un podcast et une chaîne YouTube, dans lequel le passage avec Jonathan Cohen, où il raconte du coup toute la beauté en fait d'une aventure instable et difficile en arrivant pour sa part à New York. Il était légèrement plus jeune que moi. Et surtout, ce qu'il dit, c'est comment on finit toujours par y arriver, même si ça entend parfois de passer par des obstacles.
mais aussi comment la vie, dans ces passages compliqués, peut nous venir en aide, à condition de la provoquer et d'avoir conscience, d'observer les choses. Et il disait une phrase, et je vais conclure là-dessus justement, qui est pas mal et qui va bien aussi pour cet épisode, pour le 31e épisode et à l'aube de ce voyage. C'est que n'ayons pas peur, on a un instinct de survie en nous qui fait le job. Voilà, de faire cet épisode ici au Jardin des Curiosités, c'était important, je pense. Parce que du coup, voilà, la boucle est bouclée et peut-être que Petit Souffle entre dans un nouveau chapitre. J'imagine que voilà, tout est cycle et encore une fois, je me retrouverai de nouveau ici un jour pour faire le point sous un autre lever de soleil. Et c'est cool, je trouve, de s'attribuer des lieux. Pour ma part, c'est comme ça que je crée mes repères et que je crée mon confort. Même s'il se trouve de l'autre côté de l'océan, c'est beau, je trouve, de s'attribuer des lieux, de se lier, mais aussi de les laisser là pour aller en faire d'autres ailleurs, pour d'autres utilités. En tout cas, pour moi, tout est parti voilà, du Jardin des Curiosités, et c'est ici que Petit Souffle est né. Et c'est important, je pense, que je m'en souvienne. D'autant plus que là, voilà, j'ai privatisé le lieu, il n'y a personne. C'est rare, pour les étés, il faut venir tôt. J'espère qu'on se reparlera vite, et j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me dire comment toi tu estimes être, comment tu estimes te situer entre émotif et cérébral. Et n'hésite pas à ajouter un peu de nuance dans cette distinction, parce que là c'est un peu facile. Et je te dis à très vite. Et merci encore d'écouter Petit Souffle. Feel something you obviously did. Look, you had a beautiful friendship. Maybe more than a friendship. And I envy you. My place, most parents would hope the whole thing goes away. Pray their sons land on their feet, but I am not such a parent. We rip out so much of ourselves to be cured of things faster that we go bankrupt by the age of 30 and have less to offer each time we start with someone new. But to make yourself feel nothing so as not to feel anything, what a waste.